Je suis rentré tôt et j'ai entendu mes parents parler avec ma tante à table. Ma mère disait, Ruth est juste. De trop. Si elle déménageait, j'aurais enfin la paix. Mon père a ri et a dit, elle ne le fera jamais. Elle est trop dépendante. Alors je suis ressorti par la porte. Je m'appelle Ruth Lee. J'ai 33 ans. Et l'après-midi du mardi 4 mars 2025, je suis rentré plus tôt du travail et j'ai entendu des mots qui ont brisé tout ce que je croyais des personnes que j'aimais le plus. Je dois raconter cette histoire depuis le tout début parce que j'ai besoin que le monde comprenne ce que cela fait de tout donner aux personnes qui vous ont élevé et de découvrir ensuite, lors d'une conversation insouciante autour d'un café, qu'ils ne vous voient que comme un fardeau qu'ils tolèrent. Je vivais à Cedar Falls, dans l'Iowa, dans la même maison où j'avais grandi depuis l'âge de 6 ans. C'était une maison modeste de 3 chambres sur Birchwood Lane, avec un porche d'entrée grinçant et un revêtement jaune fané que mon père promettait toujours de repeindre mais ne faisait jamais. Mes parents, Vivian et Warren Lee, possédaient cette maison depuis presque 30 ans. J'étais leur fille unique. Ils avaient aussi un fils, mon jeune frère Deacon, qui avait 29 ans. Deacon avait déménagé à Denver, au Colorado, juste après avoir obtenu son diplôme universitaire. Il appelait à peine à la maison 2 fois par mois. Il avait son propre appartement, sa propre vie, sa propre carrière dans le développement de logiciels, gagnant plus de 90 000 $ par an. Personne n'attendait rien de Deacon. Personne ne lui a demandé de revenir et d'aider. Personne ne l'a culpabilisé d'avoir choisi de vivre selon ses propres termes. Mais moi, j'étais celle qui est restée. J'ai obtenu mon diplôme universitaire à 22 ans avec un diplôme en administration des affaires. J'avais des projets, de vrais projets. J'avais été accepté pour un poste de marketing junior dans une entreprise à Chicago qui offrait un salaire de départ de 52 000 $ par an avec des avantages sociaux complets. Je me souviens avoir imprimé l'email d'acceptation un samedi matin et l'avoir placé sur la table de la cuisine devant ma mère. Elle l'a pris, y a jeté un coup d'œil pendant environ 3 secondes, et l'a reposé à côté de sa tasse de café. « C'est bien, Ruth » a-t-elle dit sans lever les yeux. « Mais ton père et moi avons vraiment besoin de toi ici en ce moment. L'hypothèque est en retard. Les factures s'accumulent. Qui va nous aider si tu pars ?» J'avais 22 ans. Mon père en avait 54. Ma mère en avait 51. Il n'était pas âgé. Il n'était pas malade. Il n'était aucunement handicapé. Mais la culpabilité a fonctionné sur moi. Elle a toujours fonctionné sur moi parce que j'étais le genre de fille qui se sentait responsable de tout. Alors, je suis resté. J'ai trouvé un emploi de gestionnaire de bureau dans une petite agence d'assurance en ville appelée Redfield & Associates. Le salaire était décent, environ 41 000 $ par an, mais rien de comparable à ce que Chicago aurait offert. Je me suis dit que c'était temporaire. Je me suis dit que j'économiserais de l'argent en vivant à la maison et que je déménagerais finalement une fois que mes parents seraient dans une meilleure situation financière. C'était il y a 11 ans. Pendant 11 ans, j'ai vécu dans ma chambre d'enfant avec les mêmes murs lavande et le même lit jumeau dans lequel j'avais dormi depuis le collège. Je payais l'hypothèque chaque mois, soit 960 $. Je couvrais l'électricité, la facture d'eau, l'internet, et la plupart des courses. En moyenne, je dépensais près de 2 000 $ par mois juste pour faire fonctionner ce foyer. Mes parents travaillaient tous les deux. Ma mère avait un poste à temps partiel dans une laverie appelée Presswell, et mon père travaillait à temps plein dans un centre de distribution d'entrepôts à l'est de la ville. Mais d'une manière ou d'une autre, leur argent ne semblait jamais suffire. Je préparais le dîner presque tous les soirs. Je nettoyais les salles de bain, frottais le sol de la cuisine, passais l'aspirateur dans le salon, je conduisais ma mère à ses rendez-vous chez le coiffeur tous les 2 samedis. J'emmenais mon père chez le médecin quand son genou commençait à le gêner. C'est moi qui appelais le plombier quand les tuyaux gelaient en janvier. C'est moi qui tondais la pelouse en été et déneigeais l'allée en hiver. C'est moi qui restais éveillé jusqu'à minuit pour organiser leurs factures médicales et leurs papiers d'assurance parce qu'aucun d'eux ne pouvait s'en occuper. Je faisais tout cela parce que je croyais être nécessaire. Je croyais être essentiel à la survie de cette famille. Je croyais que la raison pour laquelle mes parents voulaient que je reste à la maison était parce qu'ils m'aimaient et ne pouvaient vraiment pas se débrouiller sans moi. Le matin du 4 mars, je me suis réveillé avec un mal de tête foudroyant qui me pressait derrière les yeux comme un étau. Je suis allé travailler quand même, me suis assise à mon bureau et j'ai essayé de le supporter. À 13 h,
Ma patronne, une femme gentille nommée Lorraine Kepler, m'a regardé et m'a dit de rentrer chez moi. Tu as l'air terrible, Ruth. Va te reposer. Alors, j'ai ramassé mes affaires, me suis arrêté à une pharmacie en chemin pour acheter de l'ibuprofène, et je suis rentré à la maison sur Birchwood Lane. Je m'attendais à ce que la maison soit vide. Ma mère travaillait généralement à Presswell jusqu'à 16 heures, et mon père ne finissait pas à l'entrepôt avant 17h30. Mais quand je suis arrivé sur l'allée, j'ai remarqué 2 voitures qui n'auraient pas dû être là un mardi après-midi. L'une était la voiture de ma mère. L'autre était une berline argentée qui appartenait à ma tante, Karen Holly, qui était la sœur aînée de ma mère. Karen vivait à environ 40 minutes de là à Waterloo et rendait visite environ une fois par mois. C'était une femme bruyante avec des opinions tranchantes, un parfum fort, et l'habitude de toute une vie de me faire sentir petite chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. J'ai monté les marches du porche discrètement parce que ma tête me faisait encore très mal. Je ne voulais pas claquer la porte d'entrée et aggraver la douleur. J'ai tourné la poignée avec précaution, poussé la porte et suis entré dans le couloir. La maison sentait le café frais et quelque chose de sucré, peut-être un gâteau au café. C'est là que j'ai entendu des voix provenant de la cuisine. Ma mère riait. Karen a dit quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Puis j'ai entendu mon père, ce qui m'a surprise car il était censé être au travail. J'ai fait quelques pas de plus dans le couloir moquetté. La cuisine était au coin de la rue à gauche. La porte était à moitié ouverte. Je me suis arrêté juste avant l'entrée, non pas parce que j'avais l'intention d'écouter aux portes, mais parce que quelque chose dans le ton de ma mère m'a fait faire une pause. C'était le ton qu'elle utilisait quand elle se moquait de quelqu'un. Elle est juste de trop, a dit ma mère, et je l'ai entendu poser une tasse sur la table. Ruth est juste superflue. Vous voyez ce que je veux dire? Tout doit être une production avec elle. Si elle déménageait, je jure que j'aurais enfin la paix dans cette maison. Karen a laissé échapper un rire aigu, pas un rire poli. Un rire rempli d'accords et de moqueries. Puis mon père a parlé. Sa voix était désinvolte et amusée, comme s'il commentait un match de football. Elle ne le fera jamais, a-t-il dit. Elle est trop dépendante. Où irait-elle? Elle ne sait pas vivre seule. C'est la vérité, a ajouté Karen. Cette fille s'accroche à vous deux comme une vigne à une clôture. Elle n'a pas la force de partir, même si on lui faisait ses valises. Tous les 3 ont ri. Ma mère, mon père et ma tante, assis à la table de la cuisine un mardi après-midi, sirotant du café et se moquant de moi comme si j'étais la chute d'une blague qu'ils racontaient depuis des années. Je me tenais dans ce couloir, ma main encore posée sur le mur. Mon mal de tête a disparu. Ou peut-être qu'il était toujours là, et je ne pouvais plus le sentir parce que quelque chose de bien plus douloureux avait pris le dessus. Quelque chose de froid et de définitif s'est installé au centre de ma poitrine comme une pierre tombée dans l'eau calme. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait irruption dans cette cuisine pour exiger des excuses. Je ne les ai pas suppliés de m'expliquer. Je ne leur ai pas donné la chance de revenir sur leurs paroles ou de les adoucir. Je me suis retourné. J'ai redescendu le couloir. J'ai ouvert la porte d'entrée, suis sorti dans l'air frais de mars et j'ai refermé la porte derrière moi sans faire le moindre bruit. Je suis monté dans ma voiture, j'ai bouclé ma ceinture de sécurité, j'ai démarré le moteur et j'ai reculé de l'allée comme si je n'avais jamais été là. J'ai roulé pendant presque 20 minutes sans savoir où j'allais. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'ai dépassé la pharmacie où j'étais juste allé. J'ai dépassé le virage qui menait au bureau. J'ai dépassé l'école primaire où j'étais allé enfant, à l'époque où je croyais encore que mes parents me trouvaient spécial. Je me suis retrouvé sur le parking d'une station-service sur l'autoroute 20, celle avec l'auvent délavé et la machine à glace cassée à l'extérieur. Je me suis garé à l'extrémité la plus éloignée, j'ai coupé le moteur et je suis resté assise à fixer le pare-brise fissuré de ma voiture. J'entendais encore le son de leur rire résonner dans ma tête, se mélangeant jusqu'à devenir un bruit moqueur continu. Et puis les larmes sont venues. Elles ne sont pas venues doucement. Elles sont venues comme un flot brisant un mur. J'ai sangloté si fort que mes côtes me faisaient mal. J'ai sangloté jusqu'à ce que mon nez coule et que mes yeux brûlent et que la manche de ma veste soit trempée. J'ai pleuré pour chaque dîner que j'avais préparé et pour lequel personne ne m'avait remercié. J'ai pleuré pour chaque paiement hypothécaire que j'avais fait pendant que mes parents dépensaient leur propre argent pour des choses que je ne voyais jamais.
J'ai pleuré pour le travail à Chicago que j'avais abandonné à 22 ans parce que ma mère m'avait dit que la famille avait besoin de moi. J'ai pleuré pour chaque anniversaire passé avec une carte du magasin à $1 et sans gâteau. J'ai pleuré pour 11 ans passés à dormir dans un lit jumeau dans une chambre lavande, en me disant que je faisais ce qu'il fallait. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Quand je me suis finalement arrêté, je me suis assise dans le silence de ce parking et je me suis regardé dans le rétroviseur. Mes yeux étaient gonflés. Mon visage était marbré et à vif. J'avais l'air de quelqu'un à qui on venait d'annoncer une terrible nouvelle. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Je venais d'apprendre que les 2 personnes autour desquelles j'avais construit toute ma vie ne me valorisaient pas du tout. Elles ne me voyaient pas comme dévoué. Elles me voyaient comme pathétique. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai attrapé de mes mains tremblantes et j'ai vu le nom sur l'écran. Nola Beckett, ma meilleure amie depuis le lycée, la seule personne au monde qui ne m'avait jamais fait sentir que j'étais de trop. J'ai répondu. Ruth, ça va, a demandé Nola immédiatement. Elle avait toujours un 6e sens pour moi. Non, ai-je dit, et le mot est sorti cassé. Où es-tu? Station-service sur l'autoroute 20. Reste là. J'arrive. 20 minutes plus tard, Nola s'est arrêtée à côté de ma voiture dans son haillon vert foncé. Elle est sortie vêtue d'un pantalon de jogging et d'un sweat à capuche. Ses cheveux auburn bouclés étaient noués en un chignon désordonné. Elle a ouvert la porte de ma voiture, a jeté un coup d'œil à mon visage et n'a pas dit un mot. Elle a juste passé ses bras autour de moi et m'a serré. Après un moment, nous nous sommes assis ensemble sur le siège avant de ma voiture, et je lui ai tout raconté. Chaque mot que j'avais entendu, l'expression « de trop », le mot « dépendante », les rires, tout. Nola a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Et puis elle a parlé d'une voix si calme et ferme qu'elle a percé tout le bruit dans ma tête. Ruth, tu as passé 11 ans à porter cette maison sur ton dos. Tu paies leurs factures. Tu cuisines leurs repas. Tu as sacrifié ton propre avenir pour eux. Et c'est comme ça qu'ils parlent de toi quand tu n'es pas dans la pièce. Elle a fait une pause. Tu dois partir. Je sais, ai-je murmuré. Pas l'année prochaine. Pas dans 6 mois. Bientôt. Tu dois commencer maintenant. J'ai hoché la tête parce que quelque part en moi, au-delà du chagrin, du choc et de l'humiliation, une décision s'était déjà formée. Elle était petite, silencieuse et dure comme une graine pressée dans un sol froid. Mais elle était là, et je savais que rien de ce que quiconque dirait ou ferait ne l'arracherait. Je suis rentré à la maison ce soir-là vers 18h30, après l'heure à laquelle mes parents m'auraient attendu après une longue journée de travail. J'ai franchi la porte d'entrée. La cuisine avait été nettoyée. Les tasses de café avaient été lavées et rangées. La table avait été essuyée. Il n'y avait aucune preuve de la présence de Karen. Ma mère était dans le salon à regarder la télévision, et mon père était dans son fauteuil inclinable, lisant un magazine de chasse. Aucun d'eux n'a levé les yeux quand je suis entré. Il y a du poulet en reste dans le réfrigérateur, a dit ma mère sans tourner la tête. Je me tenais dans l'embrasure du salon et je les regardais. Je les regardais vraiment. Ma mère, 62 ans, avec ses lunettes de lecture posées sur le nez et ses pieds repliés sous une couverture. Mon père, 65 ans, avec ses cheveux gris et ses mains calleuses, et son expression permanente de léger désintérêt. C'étaient les personnes pour qui j'avais tout sacrifié. C'étaient les personnes qui m'appelaient, de trop, et, dépendante, dans mon dos, et maintenant elles ne pouvaient même pas se donner la peine de me regarder quand j'entrais dans la pièce. Merci, ai-je dit doucement, et je suis monté dans ma chambre. Je me suis assise sur le bord de mon lit jumeau et j'ai ouvert l'application Notes sur mon téléphone. J'ai intitulé la note, plan de sortie, et j'ai commencé à taper. J'ai noté chaque facture que je payais actuellement. J'ai noté mon revenu mensuel et le solde de mes économies, qui était embarrassant de faiblesse, à un peu moins de $4 000, car une grande partie de mon argent était allée au foyer. J'ai noté les choses dont j'aurais besoin pour un appartement. J'ai recherché les prix moyens de location à Cedar Falls et j'ai constaté qu'un appartement d'une chambre dans un quartier décent coûterait entre 7 cents et 8 cents $50 par mois. Je pouvais le faire. Je pouvais me le permettre si j'arrêtais de payer l'hypothèque et les charges de la maison. Si je ne conservais que mes propres dépenses, mon salaire de $41 000 couvrirait le loyer, la nourriture, l'assurance automobile,
l'essence, et me laisserait encore de la marge pour respirer. La réalisation m'a frappé avec un étrange mélange de colère et d'émerveillement. J'avais vécu comme si je ne pouvais pas survivre seul. Mes parents m'avaient fait croire cela, ils avaient tellement ancré cette idée dans mon esprit que je ne l'avais jamais remise en question. Mais la vérité était le contraire. C'est moi qui maintenais tout ensemble. Sans moi, c'était eux qui ne pourraient pas survivre. Je me suis couché ce soir-là et j'ai regardé le plafond. J'entendais la télévision en bas et les voix étouffées de mes parents regardant une émission policière. Ils n'avaient aucune idée que la fille dont ils se moquaient était allongée à l'étage, élaborant un plan pour sortir de leur vie. Ils n'avaient aucune idée que la femme qu'ils appelaient dépendante était sur le point de prouver à quel point elle avait peu besoin d'eux. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Mais pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas fatigué. Je me sentais éveillé. Vraiment, douloureusement éveillé. Les jours suivants, j'ai agi de manière tout à fait normale. J'ai préparé le dîner. J'ai fait la vaisselle. J'ai payé la facture d'Internet qui était due le 7. J'ai souri quand ma mère me parlait et j'ai hoché la tête quand mon père faisait ses commentaires habituels sur la météo ou le prix de l'essence. Je ne leur ai rien donné, pas le moindre signe que quoi que ce soit avait changé. Parce que j'avais appris quelque chose d'important dans ce couloir le 4 mars. J'avais appris que les gens de cette maison étaient très doués pour faire semblant. Et maintenant, pour la première fois de ma vie, moi aussi. Le samedi suivant, j'ai retrouvé Nola dans un café appelé Ground & Grain sur Main Street. Elle avait déjà cherché des appartements pour moi. Elle a sorti son téléphone et m'a montré 3 annonces. L'une était un petit studio près du campus universitaire. L'autre était un appartement d'une chambre au-dessus d'une boulangerie au centre-ville. Et la troisième était un appartement d'une chambre dans un complexe tranquille appelé Winslow Place, à l'ouest de la ville, à seulement 15 minutes en voiture de mon bureau. Celui de Winslow Place coûtait $825 par mois, charges comprises. Il avait des parquets, un petit balcon et un bail qui commençait le 1er avril. Dans 27 jours. Celui-ci, ai-je dit en montrant l'écran. Nola m'a regardé et a souri. J'ai déjà appelé. Ils ont une ouverture. Le propriétaire a dit que tu pouvais le visiter lundi. J'ai tendu la main sur la table et lui ai serré la main. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier, a-t-elle dit. Tu as juste besoin de continuer. Le lundi après-midi, j'ai pris ma pause déjeuner et j'ai traversé la ville jusqu'à Winslow Place. Le complexe était une rangée de bâtiments en briques en retrait de la route, entourés de grands chênes qui commençaient juste à bourgeonner dans la douce chaleur du début du printemps. La propriétaire, une grande femme d'une 50aine d'années nommée Jeanne Vratat, m'a rencontré à l'entrée principale avec un presse-papier et une poignée de main chaleureuse. Elle m'a fait monter un escalier propre jusqu'à l'unité 214 au 2e étage. L'appartement était petit mais lumineux. La lumière du soleil inondait 2 grandes fenêtres dans le salon. La cuisine avait des comptoirs en carrelage blanc et une cuisinière qui semblait relativement neuve. La chambre était assez grande pour un lit double et une commode. La salle de bain avait une baignoire propre, une douche fonctionnelle et un miroir sans fissure comme celui de ma salle de bain d'enfance. Et il y avait un petit balcon près du salon, juste assez grand pour une chaise et une tasse de café. Je me suis tenu au centre du salon vide et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. La possibilité. Cet espace n'appartenait à personne d'autre. Il n'y avait pas d'histoire ici. Pas de ressentiment incrusté dans les murs. Pas de rire caché derrière des portes closes. C'était une page blanche. Je le prends, ai-je dit. Jeannevra a souri et m'a tendu le bail. J'ai signé là, sur le comptoir de la cuisine. Le premier mois de loyer de $825 plus un dépôt de garantie de $500. J'ai fait un chèque de $1325 sur mon compte d'épargne. Il me restait moins de $3000. Mais pour la première fois en 11 ans, je dépensais de l'argent pour moi-même. Le bail commençait le 1er avril. Cela me laissait 3 semaines pour me préparer, 3 semaines pour emballer discrètement mes affaires, réorienter mes finances et construire une nouvelle vie pendant que les personnes avec qui je vivais n'avaient aucune idée que je partais. J'ai commencé ce soir-là même. Je suis rentré chez moi, j'ai dîné avec mes parents comme d'habitude, puis je suis monté à l'étage. J'ai sorti un sac de voyage du fond de mon placard et j'ai commencé à y mettre de petits objets, des choses qui ne seraient pas remarquées.
de vieux journaux, une boîte à bijoux qui avait appartenu à la grand-mère de mon père, qu'elle m'avait donnée personnellement quand j'avais 16 ans, quelques photos encadrées de moi avec Nola et avec Dickon d'il y a des années. J'ai rangé le sac derrière une pile de manteaux d'hiver sur l'étagère supérieure de mon placard. Chaque soir après cela, j'ai emballé un peu plus, une poignée de vêtements pliés soigneusement dans un sac fourre-tout, des livres, des chaussures, mon ordinateur portable et son chargeur, ma collection de tasses en céramique que je gardais sur une petite étagère près de ma fenêtre. J'ai déménagé des choses par étapes, portant un sac à ma voiture le matin avant que quiconque ne soit réveillé et les rangeant dans le coffre. Pendant mes pauses déjeuner, je roulais jusqu'à Winslow Place et laissais les sacs dans le placard de l'appartement en utilisant la clé que Ginevra m'avait donnée lors de la signature. Personne n'a remarqué, ni ma mère, ni mon père. Pas une seule fois l'un d'eux n'est entré dans ma chambre pour constater que des objets manquaient. Pas une seule fois ils n'ont demandé pourquoi je partais tôt le matin ou rentrais légèrement plus tard le soir. J'avais passé des années à me rendre invisible dans cette maison. Et maintenant, cette invisibilité jouait en ma faveur. Au cours de la 2e semaine de ma préparation, quelque chose s'est produit qui a confirmé tout ce que je savais déjà. C'était un jeudi soir. J'avais préparé un repas complet de poulet rôti, de purée de pommes de terre et de haricots verts. Ma mère s'est assise à table, a pris une bouchée de poulet et a poussé son assiette. « C'est sec », a-t-elle dit. Je l'ai regardé. Il est resté au four le même temps que d'habitude. Eh bien, c'est sec ce soir. Je ne vais pas le manger. Elle s'est levée et s'est dirigée vers le réfrigérateur, sortant à la place un récipient de soupe de reste. Mon père n'a rien dit. Il a juste continué à manger, ses yeux fixés sur la télévision dans l'autre pièce qu'il pouvait voir de sa place à table. Il n'a pas défendu le repas. Il n'a pas dit merci. Il n'a pas reconnu que j'avais passé 45 minutes à préparer de la nourriture pour une famille qui traitait le dîner comme une obligation que je leur devais. Je me suis assise à cette table en les regardant manger sans un mot. Et j'ai senti la dernière menace d'hésitation se briser. Je n'allais pas manquer cela. Ni le silence, ni l'ingratitude, ni la cruauté discrète d'être forcé de me sentir comme si rien de ce que je faisais n'était jamais assez bon. Le lendemain, je suis allé à la banque pendant ma pause déjeuner et j'ai ouvert un nouveau compte courant à mon nom uniquement. Pendant des années, mon chèque de paie avait été déposé sur un compte joint que je partageais avec ma mère, un arrangement qu'elle avait suggéré lorsque j'avais commencé à travailler afin qu'elle puisse m'aider à gérer les factures. Je n'avais jamais remis cela en question. Je réalisais maintenant qu'elle avait une visibilité totale sur chaque dollar que je gagnais et chaque dollar que je dépensais. Elle savait exactement combien je contribuais au foyer parce qu'elle pouvait le voir en temps réel. J'ai contacté le service de paie de Redfield & Associates et j'ai changé mon dépôt direct vers le nouveau compte avec effet immédiat. Le prochain chèque de paie irait sur un compte que ma mère ne pouvait ni voir ni toucher. J'ai également retiré son nom en tant que cotitulaire de mon compte d'épargne, ce qui a nécessité un déplacement à la succursale et un formulaire signé. Le guichetier, un jeune homme à lunettes, m'a demandé si j'étais sûr. Je suis sûr, ai-je dit. J'étais plus sûr de cela que de toute autre chose depuis très longtemps. Au cours de la 3e semaine, j'ai acheté quelques meubles essentiels pour l'appartement. Un matelas double et un sommier en solde dans un magasin de meubles pour $350. Une petite table de cuisine avec 2 chaises dans une friperie pour $40. Un jeu de serviettes et un rideau de douche dans un magasin à prix réduit. Nola m'a donné un jeu de casseroles et poêles qu'elle avait en réserve, ainsi qu'un vieux canapé dont sa cousine se débarrassait. Nous avons tout déménagé dans l'appartement un après-midi pendant que mes parents étaient au travail. Je me suis tenu dans l'appartement ce soir-là après le départ de Nola et j'ai regardé autour de moi. C'était spartiate et simple. Le canapé était légèrement usé. La table de cuisine bancale si on s'y appuyait trop fort. Le matelas avait encore son emballage en plastique, mais c'était le mien. Chaque objet dans cet espace était le mien, acheté avec mon propre argent, choisi de ma propre main, placé exactement où je le voulais. Je me suis assise sur le canapé et j'ai passé mes mains sur les coussins. J'ai pensé au salon de la maison de Birchwood là où mon père s'asseyait dans son fauteuil inclinable tous les soirs et ma mère se recroquevillait sous sa couverture et aucun d'eux ne me faisait de place. Il n'y avait pas de place pour moi dans cette pièce. Il n'y en avait jamais eu. J'étais toujours celle qui se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant à l'intérieur, attendant d'être invitée ici. Chaque siège était le mien. Le soir du 30 mars, 2 jours avant le début officiel de mon bail et mon déménagement prévu, j'étais dans la cuisine de mes parents,
faisant la vaisselle après le dîner. Ma mère était au téléphone avec Karen dans l'autre pièce. J'entendais clairement sa voix à travers le mur mince. Non, rien de nouveau. Ma mère a dit, la même vieille routine. Ruth est là, elle cuisine et nettoie comme d'habitude. Honnêtement, Karen, je ne sais pas ce que je ferais sans son argent, mais cette fille m'épuise. Elle essaie tellement d'être importante. C'est embarrassant. J'ai fermé le robinet. Je me suis séché les mains lentement avec le torchon. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai posé sur le comptoir. Puis je suis monté à l'étage, je me suis assise sur mon lit et j'ai ouvert l'application Notes sur mon téléphone. J'ai regardé l'entrée intitulée « Plan de sortie ». J'avais barré presque tous les éléments de la liste. 2 jours de plus. C'est tout ce que j'avais à endurer. J'étais prête. Le matin du 1er avril tombait un mardi. Je me suis réveillé avant le lever du soleil. La maison était sombre et calme. Je suis resté allongé dans mon lit jumeau pendant quelques minutes, fixant les murs lavandes de la pièce que j'avais occupée pendant 27 ans. Chaque fissure au plafond m'était familière. Chaque ombre dans le coin était quelque chose que j'avais étudié lors de nuits sans sommeil. Cette pièce avait été mon sanctuaire et ma prison à la fois, et maintenant je la quittais pour de bon. Je me suis levé discrètement et j'ai enfilé un jean et un sweatshirt. J'ai regardé autour de la pièce une dernière fois. Le placard était presque vide. L'étagère était nue. Les petites tasses en céramique avaient disparu de l'étagère de la fenêtre. Les seules choses qui restaient étaient quelques vêtements que j'avais délibérément laissés derrière moi pour que la pièce n'ait pas l'air complètement vide. Un manteau d'hiver que je ne portais jamais, une vieille paire de baskets, quelques livres que j'avais déjà lus 2 fois. Des miettes d'une vie que j'abandonnais. J'ai pris mon sac à main, mon téléphone et le dernier petit sac d'affaires personnelles, y compris mon acte de naissance, mon passeport et le titre de ma voiture. J'avais rassemblé tous mes documents importants au cours de la semaine dernière et les avais placés dans un dossier à l'intérieur de mon sac. J'ai descendu les escaliers lentement, évitant la 2e marche du bas qui grinçait toujours. Je n'ai pas laissé de mots. J'y ai pensé. J'en avais même écrit un à 3 heures du matin la nuit précédente, assise par terre dans la salle de bain avec un stylo et une feuille de papier. Mais tout ce que j'écrivais semblait soit trop en colère, soit trop triste, trop désespéré ou trop froid. Il n'y avait pas de mots justes pour un moment comme celui-ci, alors j'ai laissé le papier vierge, je l'ai plié et je l'ai jeté à la poubelle. Je suis sorti dans l'air frais d'avril. Le ciel commençait juste à s'éclaircir sur les bords, un bleu pâle se mêlant au gris. J'ai mis mon sac dans le coffre de ma voiture, me suis installé au volant et j'ai quitté l'allée de la maison de Birchwoodland pour la dernière fois en tant que résidente. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit directement à l'appartement de Winslow Place. Nola était déjà là, assise sur les marches extérieures avec 2 tasses de café et un sac de muffins de la boulangerie en bas de la rue. Elle s'est levée quand elle m'a vu, et son visage s'est adouci en quelque chose entre un sourire et un regard de profonde compréhension. « Tu l'as fait ?» a-t-elle dit. « Je l'ai fait », ai-je répondu. Nous avons passé la matinée à aménager l'appartement. Nola m'a aidé à faire le lit, à accrocher des serviettes dans la salle de bain et à installer la cuisine. Elle a apporté une petite plante en pot avec des feuilles vertes vives et l'a placée sur le rebord de la fenêtre. Chaque nouvelle maison a besoin de quelque chose de vivant, a-t-elle dit. À midi, l'appartement ressemblait à un véritable espace de vie. Petit, simple, mais habitable. Je me suis assise à la table de cuisine bancale et j'ai mangé un muffin et j'ai bu du café qui était déjà froid. Et j'ai senti une vague d'émotion me traverser que je n'attendais pas. Ce n'était pas de la joie exactement. Ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose entre les deux. C'était la sensation de se tenir au bord d'une falaise d'où l'on vient de sauter, toujours en train de tomber, ne sachant pas encore si l'on atterrirait en toute sécurité. Je suis allé travailler cet après-midi-là. Je me suis assise à mon bureau et j'ai fixé mon écran d'ordinateur et je n'ai accompli aucune de mes tâches. Lorraine l'a remarqué et a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que je venais d'emménager dans un nouvel appartement. Elle a souri et m'a félicité. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle n'a pas pleuré. Cette petite gentillesse m'a fait plus de bien qu'elle ne le saura probablement jamais. À 17h15, je suis rentré à mon appartement. Mon appartement. Je répétais ces mots dans ma tête, essayant de les rendre réels. Je me suis garé sur le parking,
J'ai monté les escaliers, j'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Le silence était différent ici. Dans la maison de Birchwood-Lan, le silence était lourd. C'était le silence d'être ignoré, d'être transparente, d'exister dans un espace où votre présence n'avait pas d'importance. Mais le silence dans cet appartement était léger. C'était le silence de la solitude, de la paix, d'une pièce qui n'appartenait qu'à moi. J'ai fait chauffer une boîte de soupe sur la cuisinière et je l'ai mangée debout au comptoir car je n'avais que 2 chaises et l'une d'elles était encore un peu bancale. J'ai lavé la casserole et le bol et je les ai mis sur l'égouttoir. J'ai pris une douche et je suis resté longtemps sous l'eau, la laissant couler sur mes épaules et ma nuque, sentant la tension des 4 dernières semaines commencer lentement à se dissoudre. Cette nuit-là, je me suis couché dans mon nouveau lit dans ma nouvelle chambre et j'ai regardé un plafond inconnu. Pas de fissures, pas de mur lavande, pas de bruit de la télévision en bas ou des planchers qui grincent sous le poids de quelqu'un d'autre. Juste moi et le faible bourdonnement du réfrigérateur et le son occasionnel d'une voiture passant dans la rue en contrebas. Je m'attendais à ce que mon téléphone sonne ce soir-là. Il n'a pas sonné. Mes parents n'avaient pas remarqué mon départ. Ce n'est que le mercredi matin à 7h45 que ma mère a appelé. J'étais à mon bureau en train d'organiser une pile de dossiers de police d'assurance quand son nom est apparu sur mon écran. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. « Ruth, où es-tu » Sa voix n'était pas inquiète. Elle était agacée. Je suis descendu ce matin et il n'y avait pas de café de fait. Ton père a dû se faire son propre petit déjeuner. J'ai déménagé, ai-je dit. Silence. 4 secondes complètes de silence. Qu'est-ce que tu veux dire par tu as déménagé? J'ai signé un bail pour un appartement. J'ai déménagé mes affaires au cours des dernières semaines. Je vis seul maintenant. Plus de silence. Je pouvais l'entendre respirer, son souffle devenant plus vif, plus contrôlé. Quand allais-tu nous le dire, a-t-elle demandé. Je te le dis maintenant. Ruth, c'est ridicule. Tu ne peux pas juste partir sans rien dire. Et l'hypothèque? Les factures? Qui va s'occuper de la maison? J'ai pris une inspiration. Ce sont tes factures, maman. C'est ta maison. Je l'ai payée pendant 11 ans. Il est temps que toi et papa la gériez vous-même. Tu es égoïste, a-t-elle dit, et le mot m'a frappé comme une gifle, même si je m'y étais préparé. D'accord, ai-je dit doucement. Je dois retourner au travail. J'ai raccroché et posé le téléphone face contre terre sur mon bureau. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas pleuré. J'avais versé toutes mes larmes sur ce parking de station-service il y a un mois. Il ne restait plus rien à déverser pour une femme qui m'avait traité d'égoïste parce que j'avais choisi de vivre ma propre vie à 33 ans. Mon père n'a pas appelé ce jour-là. Il n'a pas appelé le lendemain non plus. C'était comme s'il avait décidé que mon départ était un problème que ma mère devait gérer, de la même manière qu'il avait décidé que la plupart des affaires familiales ne le concernaient pas. Warren Lee était un homme qui vivait dans son propre monde silencieux de fauteuils inclinables et de magazines de chasse, et il en sortait rarement à moins d'y être forcé. La première semaine de vie seule fut à la fois belle et brutale. Belle parce que je me réveillais chaque matin dans un silence qui semblait choisi plutôt qu'infligé. Brutale parce que la nuit, quand l'appartement était sombre et que le monde était immobile, le chagrin s'installait. Pas le chagrin pour la maison que j'avais quittée. Le chagrin pour la famille que je pensais avoir. Le chagrin pour les parents que je croyais m'aimer sans condition. Le chagrin pour la version de Ruth Lee qui avait passé 11 ans à se verser dans une tasse vide, espérant qu'un jour elle se remplirait et déborderait de quelque chose qui ressemblerait à de l'amour. À la fin de la première semaine complète dans mon appartement, ma mère m'avait appelé 9 fois. J'ai répondu à 3 de ses appels. Chacun d'eux suivait le même schéma. Elle commençait par une plainte, passait à la culpabilité, et terminait par une déclaration destinée à me faire sentir que j'avais fait une terrible erreur. Le chauffe-eau fait du bruit, a-t-elle dit lors du 2e appel. Ton père ne sait pas quoi faire. Appelle un plombier, ai-je répondu. Nous ne pouvons pas nous permettre un plombier, Ruth. C'est tout le problème. Vous avez 2 revenus. Le numéro d'un plombier est dans le tiroir à côté du téléphone dans la cuisine. Je l'ai mis là il y a 3 ans. Elle m'a raccroché au nez après ça. Lors du 3e appel, elle a essayé un angle différent. Ton père est très contrarié, m'a-t-elle dit. Il parle à peine. Il reste juste assis dans sa chaise et regarde le mur.
Papa parlait à peine quand j'étais là, ai-je dit. Ce n'est pas juste. Je sais que beaucoup de choses n'étaient pas justes. Elle a raccroché à nouveau. Le 9e appel est arrivé un dimanche matin. J'étais assise sur mon petit balcon, buvant du café et regardant une paire de moineaux sauter sur la balustrade. Le ciel était couvert mais doux, le genre de gris qui semblait doux plutôt qu'oppressif. Mon téléphone a vibré et j'ai vu son nom et j'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose en moi, la vieille Ruth, la fille obéissante qui ne pouvait résister à l'attrait de l'obligation, a décroché. Ruth, j'ai besoin que tu viennes aujourd'hui. Le robinet de la cuisine fuit et l'herbe a besoin d'être coupée et je ne trouve pas les papiers pour la taxe foncière qui est due la semaine prochaine. Maman, ai-je dit calmement, je ne viendrai pas pour réparer les choses. Ce sont les responsabilités des propriétaires, et les propriétaires, c'est toi et papa. Tu as vécu dans cette maison pendant plus de 20 ans. Tu as aussi une responsabilité. J'ai payé ma part et même plus pendant 11 ans. Je ne dois rien à cette maison. Il y eut une pause. Puis sa voix est tombée dans quelque chose de bas et de blessé. Je ne t'ai pas élevé comme ça. J'ai laissé ces mots planer dans l'air entre nous. Et puis j'ai dit quelque chose que je gardais en moi depuis des semaines. Tu ne m'as pas élevé, maman. Tu m'as utilisé. Elle n'a pas rappelé pendant 5 jours. Pendant ce temps, quelque chose changeait au travail. Lorraine m'a appelé dans son bureau un jeudi après-midi et a fermé la porte derrière nous. Elle s'est assise en face de moi et a croisé les mains sur le bureau. Ruth, je t'ai observé ces dernières semaines. Quelque chose est différent chez toi. Je ne sais pas ce qui a changé, mais tu es plus perspicace, plus concentrée, plus confiante, et je veux te parler de quelque chose. Elle m'a dit que le coordinateur principal des opérations de l'agence, un homme nommé Terence Gold, partait à la retraite fin mai. Le poste s'accompagnait d'une augmentation significative des responsabilités et d'un salaire porté à 58 000 $ par an. Lorraine m'a demandé si j'étais intéressé. Je l'ai regardé. Pendant 11 ans, j'avais été gestionnaire de bureau. J'avais bien fait mon travail, mais je n'avais jamais cherché à en faire plus. Je n'avais jamais demandé d'augmentation. Je n'avais jamais cherché d'avancement parce que j'avais consacré toute mon énergie à un foyer qui m'épuisait. Et au moment où j'arrivais au travail chaque jour, il ne me restait plus rien à donner au-delà des bases. Mais maintenant, sans cette contrainte, j'avais une capacité dont je ne soupçonnais même pas l'existence. J'étais arrivé au travail plus tôt, resté un peu plus tard, me porter volontaire pour des projets que j'évitais auparavant. Mon esprit était plus clair, mon énergie plus concentrée. Je ne me contentais plus de survivre. Je commençais à m'épanouir. Oui, ai-je dit à Lorraine. Je suis très intéressé. Elle a souri. Je pensais bien. Je ferai la recommandation. Je suis sorti de son bureau et je suis allé directement aux toilettes. J'ai fermé la porte de la cabine, j'ai appuyé mon dos contre le mur et j'ai expiré. Pour la première fois de ma mémoire, quelque chose de bien m'arrivait, quelque chose que j'avais mérité. Pas quelque chose que j'avais sacrifié pour quelqu'un d'autre, quelque chose qui m'appartenait. Ce vendredi soir-là, Nola est venue à l'appartement avec une bouteille de cidre pétillant et 2 verres. Nous nous sommes assises sur le canapé et je lui ai parlé de l'opportunité de promotion. Elle a trinqué son verre contre le mien et a dit, « C'est la Ruth Lee que j'ai toujours su qu'elle était là. » J'ai l'impression d'avoir tellement perdu de temps, ai-je dit, et ma voix s'est légèrement brisée. « Tu ne l'as pas perdu, » a répondu Nola fermement. « Tu l'as survécu. Il y a une différence. » Nous avons parlé tard dans la nuit. Nola m'a dit qu'elle avait toujours voulu dire quelque chose sur la façon dont mes parents me traitaient, mais qu'elle ne savait jamais comment. Elle a dit qu'elle m'avait vu rapetisser au fil des ans, devenir plus petite et plus silencieuse et plus désolée, et cela lui avait brisé le cœur. Elle m'a dit que la Ruth qu'elle connaissait au lycée, celle qui rêvait de Chicago, celle qui était audacieuse, drôle et pleine de projets, avait été enterrée sous des couches d'obligation et de culpabilité. Mais elle revient, a dit Nola doucement. Je la vois. Je pouvais la sentir aussi. Quelque part sous le tissu cicatriciel et le doute de soi, la vraie Ruth Lee se réveillait. 2 jours plus tard, Karen a appelé. Je n'avais pas parlé à la tante de ma mère depuis le jour où je les avais toutes entendues rire dans cette cuisine. Son nom sur l'écran de mon téléphone a envoyé un choc de colère froide dans ma poitrine, mais j'ai répondu quand même parce que je voulais entendre ce qu'elle avait à dire. Ruth, ma chérie, ta mère est très inquiète pour toi.
Sa voix était douce et épaisse comme du sirop, le genre de douceur qui colle et étouffe. Elle dit que tu as déménagé sans prévenir et que tu refuses d'aider à la maison. Ça ne te ressemble pas. Comment ça ne me ressemble pas, tante Karen? Eh bien, tu as toujours été si, tu sais, dévouée, une femme au foyer, quelqu'un qui s'occupe des choses. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis j'ai parlé lentement et clairement. Laisse-moi te demander quelque chose, Karen. Te souviens-tu d'un mardi de mars où tu es venue à la maison et que tu as pris un café avec mes parents? Une pause. Je viens souvent à la maison, Ruth. Je ne me souviens pas de toutes les visites. Laisse-moi t'aider à te souvenir. Vous étiez assise à la table de la cuisine. Ma mère a dit que j'étais de trop et qu'elle aurait la paix si je déménageais. Mon père a dit que j'étais trop dépendante pour partir. Et tu as dit que je m'accrochais à eux comme une vigne et que je n'avais pas le courage de partir. Le silence à l'autre bout du fil était absolu. J'étais dans le couloir, ai-je continué. J'ai entendu chaque mot, chaque rire, tout. Karen a bredouillé quelque chose d'incohérent. Puis elle a dit, Ruth, ce n'était que. Nous parlions juste. Les gens disent des choses. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait tout dire, ai-je dit, et j'apprécierais que tu ne me rappelles plus. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais ma voix était restée ferme. Cette fermeté était nouvelle, et je m'y suis accroché comme à une bouée de sauvetage. J'ai appris plus tard par Nola, qui avait une connaissance commune à Waterloo, que Karen avait appelé ma mère immédiatement après notre conversation téléphonique et lui avait dit que j'avais surpris la conversation en mars. Selon cette connaissance, ma mère était devenue silencieuse et avait ensuite dit, eh bien, elle n'aurait pas dû écouter aux portes. Aucune excuse, aucune honte, aucun remords, juste une diversion. La spécialité de Vivien Lee. J'ai longtemps ruminé cette information. Je l'ai laissée s'installer en moi, non pas avec amertume, mais avec clarté. Ce n'étaient pas des gens qui changeraient. Ce n'étaient pas des gens qui se remettraient en question et prendraient leurs responsabilités. C'étaient des gens qui avaient construit toute une réalité dans laquelle j'étais le problème, le fardeau, l'élément superflu. Et rien de ce que je disais ou faisais n'allait briser ce mur. Alors j'ai arrêté d'essayer. C'était la 3e semaine d'avril quand mon téléphone a sonné un mardi soir et le nom sur l'écran était celui que je n'attendais pas. Marin Holly, la fille de Karen, ma cousine. Nous n'avions pas parlé depuis près d'1 an, non pas à cause d'une brouille, mais simplement parce que la vie nous avait emmenés dans des directions différentes. Marin avait 35 ans, 2 ans de plus que moi, et vivait à Des Moines, où elle travaillait comme parajuriste dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille. Elle était calme, réfléchie et avait toujours été la seule personne du côté de ma mère à sembler se soucier sincèrement de moi. J'ai répondu à l'appel avec curiosité et un petit nœud d'anxiété. Ruth, a dit Marin, j'ai appris ce qui s'est passé. Ma mère me l'a dit. Enfin, elle m'a dit sa version, mais j'ai besoin d'entendre la tienne. Alors, je lui ai tout raconté. Je lui ai tout raconté depuis le début, la conversation surprise, les mots que ma mère avait utilisés, les rires, la décision de partir, l'appartement, les voyages de culpabilité, l'appel téléphonique avec Karen, tout. Quand j'ai eu fini, Marin est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le corps. Ruth, ce n'est pas la première fois qu'il parle de toi comme ça. J'ai serré plus fort le téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire? Marin a expiré lentement. J'ai été à des réunions de famille où ta mère et ma mère parlaient ouvertement de toi. Pas une seule fois. De nombreuses fois au dîner de Thanksgiving, aux fêtes d'anniversaire, à Pâques. Elle s'asseyait dans la cuisine ou sur le porche arrière et parlait de la façon dont tu gâchais ta vie, à quel point tu étais trop dépendante, à quel point tu n'avais pas d'ambition. Ma mère disait des choses comme « Cette fille va vivre dans cette maison jusqu'à ce qu'on la sorte dans une boîte. » Et ta mère riait et était d'accord. J'avais l'estomac noué. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Des années, Ruth, depuis que tu avais la vingtaine au moins, peut-être plus longtemps. J'ai pressé ma main contre mon front et j'ai fermé les yeux. J'ai essayé de respirer, mais l'air me semblait mince. C'était une chose d'entendre une seule conversation. C'en était une autre d'apprendre que la moquerie durait depuis près d'une décennie, que j'avais été une blague récurrente lors des réunions de famille, que pendant que j'étais à la maison à payer les factures et à frotter les sols et à m'assurer que la maison ne s'effondrait pas.
Ma propre mère était assise aux tables de fête à rire de moi avec des proches. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit, ai-je demandé à Marin. Ma voix n'était pas accusatrice. Elle était juste brisée. Parce que je ne savais pas comment, a-t-elle dit. Et parce que je continuais d'espérer que ça s'arrêterait, je continuais d'espérer que ta mère grandirait ou réaliserait ce qu'elle faisait. Mais elle ne l'a pas fait. Et puis quand ma mère m'a parlé de l'appel téléphonique que tu avais eu avec elle et quand elle a dit que tu avais surpris la conversation en mars, j'ai su que je ne pouvais plus me taire. Marin m'a raconté d'autres choses. Elle m'a parlé d'un Thanksgiving il y a 3 ans où ma mère s'était plainte à toute la table que Ruth n'apportait jamais de partenaire aux événements familiaux et qu'elle finirait probablement seule. Elle m'a parlé d'une réunion de Noël où Karen avait dit devant plusieurs cousins que Ruth était le genre de femme qui avait atteint son apogée au lycée et qui n'avait fait que décliner depuis. Elle m'a parlé d'un barbecue du 4 juillet où mon père, qui parlait rarement en société, avait discrètement dit à un oncle que Ruth était à l'aise dans la médiocrité et qu'il ne voyait pas cela changer. Chaque histoire était une blessure distincte. Chacune saignait d'une manière différente. Je suis tellement désolé, Ruth, a dit Marin. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'ai été lâche. Tu n'es pas lâche, ai-je répondu. Tu me le dis maintenant, ça compte. Une fois l'appel terminé, je me suis assise sur mon canapé dans l'appartement sombre et j'ai laissé l'ampleur de tout cela m'envahir. Je n'avais pas seulement été renvoyé lors d'une seule conversation négligente. J'avais été une cible pendant des années. Une blague récurrente aux tables familiales. Je n'étais pas assise à une table, mais un sujet de ridicule passé comme un plat au dîner. Et le pire n'était pas la cruauté des mots. Le pire était que je leur avais rendu la tâche si facile. J'étais resté. J'avais servi. J'avais souri à travers chaque Thanksgiving, Noël et 4 juillet, sans jamais savoir qu'au moment où je quittais la pièce, je devenais un divertissement. J'ai appelé Nola le lendemain matin et je lui ai tout raconté ce que Marin avait partagé. Nola était furieuse. Elle arpentait son propre appartement pendant que nous parlions au téléphone, et j'entendais ses pas sur le parquet comme un battement de tambour de rage. Ruth, ces gens ne te méritent pas. Ni ta mère, ni ton père, ni ta tante. Aucun d'eux ne mérite une seule seconde de plus de ton temps ou de ton énergie. Je sais, ai-je dit. Tu sais vraiment? Parce que j'ai besoin que tu le saches vraiment. Pas seulement dans ta tête, dans tes os. Tu n'es pas la personne qu'ils ont décrite. Tu n'es pas médiocre. Tu n'es pas dépendante. Tu n'es pas une blague. Tu es une femme qui a maintenu tout un foyer à main nue pendant que les gens de ce foyer se moquaient d'elle pour l'avoir fait. Je suis resté longtemps avec ces mots après que nous ayons raccroché. Ce soir-là, j'ai regardé de vieilles photos sur mon téléphone. J'ai trouvé une photo d'un Thanksgiving en famille, l'une de celles que Marin avait mentionnées. Sur la photo, j'étais debout au comptoir de la cuisine, arrangeant un plateau de dinde. Ma mère était en arrière-plan, penchée près de Karen, lui chuchotant quelque chose. Toutes deux souriaient. J'avais toujours supposé qu'elle parlait de la nourriture ou des décorations ou de quelques potins de famille. Maintenant, je savais de quoi elle souriait vraiment. J'ai supprimé la photo. Puis j'ai regardé d'autres photos de barbecue, de dîners de fête et de réunions de famille. Sur presque toutes les photos, je faisais quelque chose, portant des plats, dressant des tables, tenant un sac poubelle, balayant un Porsche, et sur presque toutes les photos, ma mère et Karen étaient ensemble en arrière-plan, chuchotant et souriant. Je les ai toutes supprimées. Quand j'ai eu fini, j'ai posé mon téléphone sur la table et je me suis assise dans le calme de mon appartement. Les murs autour de moi étaient encore presque nus. Je n'avais pas encore accroché de photos. Je n'avais pas décoré, mais le vide ne me dérangeait plus. Il me semblait honnête. Il me semblait être un espace qui attendait que je le remplisse de choses qui importaient réellement, pas d'obligations, pas de culpabilité, pas des attentes de personnes qui ne m'avaient jamais vraiment vu. Les jours suivants, je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Le processus de promotion avançait. Lorraine avait soumis mon nom au directeur régional, et j'avais un entretien formel prévu pour la première semaine de mai. J'ai passé mes soirées à me préparer, à lire des rapports d'opération, à réviser des manuels de procédure et à esquisser des idées d'amélioration du flux de travail auquel je pensais depuis des années, mais que je n'avais jamais eu l'énergie de développer. J'ai également commencé à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université. J'ai commencé à courir, pas loin, pas vite, juste une boucle autour du pâté de maison près de Winslow Place, passant par le parc et revenant.
La première fois, j'ai parcouru environ un quart de mile avant que mes poumons ne brûlent et que mes jambes ne crient. Mais j'ai continué. Chaque matin un peu plus loin. Chaque matin un peu plus forte. C'est lors d'une de ces courses matinales que j'ai réalisé quelque chose d'important. Les gens de ma famille m'avaient dit qui j'étais pendant si longtemps que j'avais oublié de décider par moi-même. Ils disaient que j'étais dépendante, alors je croyais que j'étais dépendante. Ils disaient que j'étais superflue, alors je me rapetissais. Ils disaient que je ne partirais jamais, alors je restais. Mais maintenant je courais, littéralement et figurativement, et la personne que je devenais ne correspondait en rien à ce qu'ils avaient jamais dit de moi. Un samedi après-midi de début mai, j'étais assise à ma table de cuisine, révisant mes notes pour mon prochain entretien, quand on a frappé à la porte de mon appartement. Je n'attendais personne. Nola m'envoyait toujours un message avant de venir et Ginevra, la propriétaire, n'avait aucune raison de me rendre visite. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé mes parents dans le couloir. Ma mère portait sa robe d'église, la bleu marine à boutons blancs, ce qui me disait qu'elle venait probablement directement d'une réunion du groupe de femmes du samedi à l'église baptiste d'Elm Street. Mon père se tenait légèrement derrière elle dans son uniforme habituel de pantalon kaki et de chemise à carreaux. Ses mains étaient dans ses poches. Il ne me regardait pas dans les yeux. « Nous devons parler », a dit ma mère. Sa voix était ferme, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose de plus tendu que d'habitude. Je ne les ai pas invités à entrer immédiatement. Je suis resté dans l'embrasure de la porte un instant, ma main posée sur le cadre, et je les ai regardés. C'étaient les deux personnes qui avaient façonné toute ma vie. Les deux personnes dont j'avais cherché l'approbation pendant 33 ans. Et maintenant, ils se tenaient à une porte que je contrôlais, attendant que je décide de les laisser entrer. « Comment avez-vous trouvé où j'habite » ai-je demandé. Nola a mentionné le complexe à quelqu'un à l'église qui l'a dit à Praté qui me l'a dit, a répondu ma mère. Les réseaux des petites villes. L'intimité était un luxe que Cedar Falls n'offrait pas. Je me suis écarté et je les ai laissés entrer. Ma mère a regardé l'appartement avec des yeux vifs et évaluateurs. Je l'ai regardé observer les meubles modestes, la petite cuisine, la plante en pot sur le rebord de la fenêtre. Elle n'a rien complimenté. Elle n'a pas dit que c'était joli. Elle a juste serré les lèvres et s'est assise sur le canapé comme si on lui avait assigné une place qu'elle n'aimait pas. Mon père s'est laissé tomber dans l'une des chaises de cuisine et a posé ses mains sur la table. Il avait l'air fatigué, non pas physiquement fatigué, mais le genre de fatigué qui vient d'être confronté à une réalité que l'on a ignorée. Je me suis assise sur l'autre chaise de cuisine en face de lui. Je n'ai pas offert de café ni d'eau. Je n'ai pas joué l'hôtesse. J'ai attendu. Ma mère a parlé la première. Ruth, ça a assez duré. Tu as fait ton point. Tu as déménagé. Tu nous as montré que tu pouvais le faire, c'est bon, mais maintenant il est temps de rentrer à la maison. Je suis à la maison, ai-je dit. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas la maison. C'est une phase, une réaction. Tu es contrarié par quelque chose et au lieu d'en parler avec nous comme un adulte, tu t'es enfui. Je ne me suis pas enfui. J'ai déménagé. Il y a une différence. Quoi que tu veuilles appeler ça, le résultat est le même. L'hypothèque a 2 mois de retard. Le jardin est terrible. Ton père a dû emmener la voiture chez un mécanicien la semaine dernière et il pouvait à peine se le permettre. Nous avons besoin de toi, Ruth. Voilà. Le mot que j'avais entendu toute ma vie, déployé comme une arme. Besoin. Ils avaient besoin de moi. Non pas parce qu'ils m'aimaient. Non pas parce que je leur manquais. Mais parce que la machine du foyer était tombée en panne sans son opérateur non rémunéré. J'ai regardé mon père. Papa, as-tu quelque chose à dire? Il a bougé sur sa chaise et a frotté sa nuque. Ta mère et moi avons des difficultés, Ruth. C'est tout. Nous te demandons juste de revenir et d'aider. Vous me demandez de revenir et de payer vos factures, de préparer vos repas et de nettoyer votre maison. Ce n'est pas de l'aide. C'est un travail. Et c'est un travail que j'ai fait pendant 11 ans sans un seul merci. Nous ne t'avons jamais demandé de faire tout ça, a dit ma mère rapidement. Si, vous l'avez fait. Vous m'avez demandé de ne pas déménager à Chicago. Vous m'avez demandé de rester parce que vous disiez que vous aviez besoin de moi. Vous m'avez demandé de payer l'hypothèque quand vous disiez que vous manquiez d'argent.
Vous m'avez demandé de gérer les factures parce que vous disiez que vous ne pouviez pas suivre. Vous m'avez tout demandé, maman, et je l'ai fait. Et en retour, vous vous êtes assise à la table de la cuisine avec tante Karen et vous m'avez traité de superflu. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère m'a fixé. La couleur s'est lentement retirée de son visage comme l'eau se retirant du rivage. Je sais déjà que vous savez que j'ai entendu cette conversation, ai-je dit. Karen vous l'a dit après que je l'ai confronté au téléphone et votre réponse a été que je n'aurais pas dû écouter aux portes, pas que vous étiez désolé, pas que vous aviez tort, juste que je n'aurais pas dû entendre la vérité. Mon père a regardé la table. Sa mâchoire était serrée. Je pouvais voir une veine sur le côté de son cou pulser. Papa, tu m'as traité de dépendante. Tu as dit que je ne partirais jamais parce que je ne savais pas vivre seul. Tu te souviens de ça? Il n'a pas répondu. Il a juste continué à fixer la table. C'était moi qui payais $960 par mois pour l'hypothèque d'une maison que je ne possédais pas. C'était moi qui achetais les courses chaque semaine. C'était moi qui appelais le plombier, tondais l'herbe, déneigeais l'allée. Mais c'était moi la dépendante. Ma mère a bougé sur le canapé. Les gens disent des choses, Ruth, c'était juste un coup de gueule. Nous ne le pensions pas comme tu l'as pris. Comment étais-je censé le prendre, maman? Tu as dit que tu aurais la paix si je déménageais. Vous en avez ri. Papa a dit que je ne partirais jamais. Karen a dit que je n'avais pas de colonne vertébrale. Combien de façons peuvent être interprétés ces mots? Karen dit beaucoup de choses qu'elle ne pense pas. Mais tu étais d'accord avec elle. Tu as ri avec elle. Tu n'as pas défendu une seule fois. Ma mère a ouvert la bouche puis l'a refermée. Pour la première fois de ma mémoire, Vivian n'a pas eu de réponse. Elle était assise sur mon canapé dans sa robe d'église, regardant l'appartement qu'elle avait rejeté et n'a rien dit. Je me suis tourné vers mon père. Papa, j'ai besoin que tu entendes ça. J'ai passé 11 ans à mettre ma vie en suspens pour cette famille. J'ai renoncé à une opportunité de carrière qui aurait pu tout changer pour moi. J'ai renoncé à mes 20 ans et à la plupart de mes 30 premières années. J'ai cuisiné, nettoyé, payé, entretenu, et jamais une seule fois demandé de reconnaissance. Et vous m'avez récompensé en faisant de moi une blague. Ses yeux se sont rouverts. Il a cligné des yeux plusieurs fois et a dégluti difficilement. Quand il a finalement parlé, sa voix était rauque et basse. Je ne le pensais pas comme ça, Ruth. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Il a secoué lentement la tête. Je ne sais pas. J'ai juste. Je parlais. Ta tante était là et elle met tout le monde en train et j'ai juste suivi. Tu as suivi en te moquant de ta propre fille. Il a serré les lèvres et a détourné le regard. Je me suis levé. Je ne reviendrai pas. Ni maintenant. Ni dans un mois. Ni jamais. Cette maison est votre responsabilité. L'hypothèque est votre responsabilité. Les factures, le jardin, le plombier, tout ça. Je vous aime tous les deux, mais je ne serai plus utilisé, et je ne serai plus ridiculisé par les personnes à qui j'ai tout donné. Ma mère s'est levée du canapé. Ses yeux brillaient, mais elle n'a pas pleuré. Vivian ne pleurait jamais. Elle a ramassé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Mon père l'a suivie lentement, les épaules voûtées. À la porte, ma mère s'est retournée et m'a regardé une dernière fois. Tu fais une erreur, a-t-elle dit. Peut-être, ai-je répondu. Mais c'est à moi de la faire. Ils sont partis. J'ai fermé la porte derrière eux, les verrouillé et j'ai appuyé mon dos contre elle. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Mes mains tremblaient, mais ma voix n'avait pas tremblé. Pas une seule fois pendant toute cette conversation ma voix n'avait fléchi. Ce soir-là, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Deacon, mon frère, qui appelait de Denver. Ruth, maman vient de m'appeler. Il a dit, elle est en panique. Elle dit que tu as déménagé et que tu refuses d'aider. Elle veut que je te parle. Et qu'est-ce que tu veux dire, Deacon? Il a fait une pause. Honnêtement, je veux dire qu'il était temps. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Deacon et moi avons parlé pendant presque 2 heures cette nuit-là. C'était la plus longue conversation que nous ayons eue depuis qu'il était parti pour Denver 5 ans plus tôt.
Il était assis dans son appartement à l'autre bout du pays et j'étais assise dans le mien et pour la première fois de nos vies d'adultes, nous avons parlé comme deux personnes qui se connaissaient réellement. Je suis parti parce que je pouvais voir ce qui se passait, m'a-t-il dit, je t'ai vu abandonner Chicago, Ruth. J'avais 18 ans et je savais que c'était mal. Maman et papa t'ont culpabilisé pour que tu restes et ensuite ils s'attendaient à ce que tu sois leur assistante personnelle pour le reste de ta vie. J'ai pris la décision à l'époque de ne pas les laisser me faire la même chose. Tu aurais pu me le dire, ai-je dit. J'ai essayé une fois. Te souviens-tu du Noël où tu avais 26 ans? Je suis rentré pour les vacances et je t'ai prise à part dans la cuisine et je t'ai dit que tu devrais penser à déménager. Tu m'as dit que maman et papa avaient besoin de toi et que ce n'était pas si simple. Je me suis souvenu. Je me suis souvenu de l'avoir repoussé parce que je croyais sincèrement à l'époque que partir serait égoïste. Le programme était si profond que même quand quelqu'un essayait de me montrer la porte, je refusais de la voir. J'ai arrêté d'insister après ça, a continué Deacon. J'ai pensé que tu devais y arriver par toi-même. Et honnêtement, une partie de moi se sentait coupable. Je savais que je m'étais échappé et pas toi. Et chaque fois que j'y pensais, je le repoussais parce que je ne savais pas comment arranger les choses. Tu n'as pas à arranger les choses, ai-je dit. Tu as juste à être honnête avec moi. C'est tout ce dont j'ai toujours eu besoin de la part de n'importe qui. Nous avons parlé de nos parents. Deacon m'a dit des choses que je ne savais pas. Il m'a dit que notre père avait été recalé pour un poste de superviseur à l'entrepôt il y a des années et ne s'en était jamais remis. Il a dit que Warren lui portait une amertume silencieuse concernant sa propre vie qu'il projetait sur tout le monde autour de lui. Il m'a dit que notre mère avait toujours été en compétition avec Karen, essayant toujours de prouver qu'elle avait la meilleure famille, la meilleure maison, la meilleure vie, et que j'étais devenu un accessoire dans cette performance. La fille dévouée qui restait à la maison, que Vivien pouvait présenter comme preuve de ses valeurs familiales supérieures tout en me le reprochant en privé. Elle avait besoin que tu restes pour pouvoir se vanter de toi auprès des dames de l'église, a dit Deacon. Mais elle t'en voulait de rester parce que cela lui rappelait qu'elle ne pouvait pas tout gérer seule. C'était une perspicacité brutale et elle résonnait d'une vérité que je pouvais sentir vibrer dans ma poitrine. Après cette conversation, quelque chose entre Deacon et moi a changé définitivement. Il a commencé à m'appeler tous les quelques jours. Il m'a envoyé une carte cadeau pour un magasin Home afin que je puisse acheter des choses pour mon appartement. Il m'a envoyé des photos de son chien, un Golden Retriever nommé Bonjo, et m'a raconté de terribles blagues qui me faisaient rire aux éclats dans ma cuisine vide. Pour la première fois, j'avais une relation avec mon frère qui n'était pas médiatisée par l'obligation ou filtrée par les attentes de nos parents. Nous n'étions que deux personnes qui avaient survécu au même foyer et qui étaient enfin capables d'en parler. La première semaine de mai est arrivée, et avec elle mon entretien pour le poste de coordinateur principal des opérations chez Redfield & Associates. Je me suis préparé intensément. J'ai examiné chaque système opérationnel utilisé par l'agence. J'ai créé une proposition pour rationaliser le processus de traitement des réclamations que j'estimais pouvoir faire économiser à l'entreprise environ 14 000 $ par an en coûts administratifs. J'ai imprimé la proposition sur du papier blanc propre et l'ai mise dans un dossier avec mon nom sur le devant. L'entretien a été mené par Lorraine et le directeur régional, un homme nommé Philippe Ware qui était venu de Des Moines pour l'occasion. C'était un homme compact avec des lunettes à monture métallique et une poignée de main ferme. Il m'a posé des questions directes sur le leadership, la résolution de problèmes et la résolution de conflits. J'ai répondu à chacune avec clarté et spécificité. Quand il m'a demandé pourquoi je voulais le poste, j'ai dit, parce que j'ai passé des années à faire plus que ce qu'on me demandait sans jamais demander de reconnaissance. Je suis prête à faire un travail significatif et à être valorisée pour cela. Philippe a regardé Lorraine. Lorraine m'a regardé. Quelque chose a passé entre eux que je n'ai pas pu lire. 3 jours plus tard, Lorraine m'a appelé dans son bureau et m'a dit que j'avais obtenu le poste. Mon nouveau salaire serait de 58 000 $ par an à compter du 1er juin. Je me tenais dans son bureau et j'ai appuyé ma main contre le dossier de la chaise devant moi parce que mes genoux semblaient instables. Non pas de faiblesse, mais de la pure sensation accablante d'entendre des gens me dire que je valais quelque chose, des gens qui le pensaient vraiment. La même semaine, j'ai assisté à un séminaire de développement professionnel organisé par la Chambre de commerce dans une salle de conférence de la bibliothèque publique de Cedar Falls. Le séminaire portait sur les stratégies de communication en milieu de travail, animé par une consultante nommée Doretta Michael.
Je me suis assise au 3e rang et j'ai pris des notes soigneusement. Ensuite, pendant que les gens se mêlaient autour d'un café et de pâtisserie, un homme m'a abordé avec un léger sourire et s'est présenté. Il s'appelait Ezra Whitfield. Il avait 36 ans, gestionnaire de projet dans une entreprise de génie civil à Waterloo, assistant au séminaire parce que son entreprise exigeait des heures de développement professionnel. Il était grand, avec des yeux gentils et une voix calme, et il m'a demandé ce que j'avais pensé de la présentation. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Puis 20 minutes sont devenues 40. Il m'a parlé de son travail, d'un projet de restauration de pont qu'il gérait dans une petite ville près de Dubuque. Je lui ai parlé de ma nouvelle promotion. Il m'a félicité avec une sincérité qui m'a prise au dépourvu parce que je n'y étais pas habitué. Il m'a demandé mon numéro. Je le lui ai donné. C'était la première fois en près de 4 ans que j'échangeais des numéros avec quelqu'un en dehors d'un contexte professionnel. La dernière fois que j'avais eu un vrai rendez-vous. J'avais 29 ans et ma mère avait passé toute la soirée à me texter à propos d'un robinet qui fuyait jusqu'à ce que je quitte le restaurant tôt pour aller le réparer. Ezra m'a appelé 2 jours plus tard et m'a demandé si je voulais dîner. Nous sommes allés dans un petit restaurant italien à Waterloo appelé Giovanni and Docter. Il a tiré ma chaise. Il m'a posé des questions et a réellement écouté les réponses. Il n'a pas vérifié son téléphone une seule fois pendant le repas. Quand je lui ai raconté une histoire sur une fois où j'avais accidentellement supprimé une base de données entière au travail et que j'avais dû la reconstruire manuellement pendant un week-end, il a ri si fort qu'il a failli s'étouffer avec son eau. J'avais oublié ce que ça faisait d'être vu. Pas nécessaire, pas utilisé. Vu comme une personne avec un esprit et un sens de l'humour et une vie qui comptait en dehors de ce que je pouvais fournir à quelqu'un d'autre. De retour à Cedar Falls, la situation dans la maison de Birchwoodland se détériorait. Nola, qui avait encore des contacts dans le quartier par l'intermédiaire de sa propre famille, m'a dit que le jardin était devenu envahi par la végétation et qu'un avis de la mairie avait été affiché sur la porte d'entrée par le bureau de l'application du code de la ville. L'allée avait une fissure qui s'étendait. Le poteau de la boîte aux lettres penchait de côté. Mes parents prenaient de plus en plus de retard sur l'hypothèque chaque mois. Karen a tenté une dernière fois. Elle est apparue à l'agence d'assurance pendant les heures de bureau, traversant la porte d'entrée comme si elle était propriétaire des lieux. Elle a demandé à voir l'hôtesse d'accueil, et quand je suis arrivé à la réception, elle s'est tenue là, les bras croisés et le menton relevé. « Ruth, je crois que nous avons mal commencé », a-t-elle commencé. « Je crois que nous avons commencé du bon pied », ai-je dit. « Tu as dit ce que tu pensais et j'ai réagi en conséquence. » Ta mère s'effondre. Ma mère est une femme adulte avec un mari et un emploi et la capacité d'appeler un plombier. Elle n'a pas besoin de moi pour fonctionner. Elle ne veut juste pas le faire elle-même. Karen a plissé les yeux. Tu as changé. J'ai changé, ai-je reconnu. Et je ne reviendrai jamais en arrière. Elle est partie sans un mot de plus. Le 22 mai, j'étais à mon bureau, saisissant des données dans un rapport de sinistre, quand mon téléphone s'est illuminé avec un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu et j'ai entendu une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, professionnelle et calme. Est-ce Ruth Lee? Oui, c'est Ruth. Mon nom est Celia. Je suis infirmière à l'hôpital Story Memorial de Cedar Falls. Votre père, Warren Lee, a été amené ce matin en ambulance. Il a eu un épisode cardiaque sur son lieu de travail. Il est actuellement stable, mais nous effectuons des tests supplémentaires. Votre mère est ici, et elle nous a demandé de vous contacter. Le monde a basculé un instant. J'ai serré le bord de mon bureau et j'ai fixé le mur. Mon père, l'homme qui était assis dans son fauteuil inclinable tous les soirs, lisant des magazines de chasse et ne disant rien. L'homme qui m'avait traité de dépendante. L'homme qui avait ri quand on se moquait de moi. Mon père était à l'hôpital. Je serai là dans 15 minutes, ai-je dit à Lorraine ce qui s'était passé et j'ai quitté le bureau immédiatement. J'ai conduit jusqu'au Sartori Memorial, les mains serrées sur le volant et l'esprit en effervescence. J'avais établi des limites. J'avais créé une distance. J'avais quitté cette maison et ces personnes parce qu'elles m'avaient blessé d'une manière plus profonde que je ne pouvais l'exprimer pleinement. Mais Warren Lee était toujours mon père. Et la pensée de le perdre, même après tout, m'a serré la poitrine d'une douleur à laquelle je n'étais pas préparé. Je suis arrivé à l'hôpital et j'ai trouvé l'aile de soins cardiaques au 3e étage.
Ma mère était assise sur une chaise devant l'une des chambres. Elle portait son uniforme de travail Presswell, un polo beige et un pantalon foncé, et son visage avait l'air 10 ans plus vieux que lorsque je l'avais vu dans mon appartement 3 semaines auparavant. Ses yeux étaient rouges. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Quand elle m'a vu, quelque chose s'est effondré dans son expression. Ni fierté, ni colère. Quelque chose derrière tout ça. Il s'est effondré à l'entrepôt, a-t-elle dit doucement. Ils ont dit que son rythme cardiaque était irrégulier. Ils font une échocardiographie. Je me suis assise sur la chaise à côté d'elle. Je ne l'ai pas serrée dans mes bras. Je n'ai pas cherché sa main, mais je me suis assise à côté d'elle et pendant un moment, c'était suffisant. Un médecin est sorti environ 40 minutes plus tard. Il s'est présenté comme le docteur Navin Patel et a expliqué que Warren avait eu un épisode de fibrillation auriculaire. Son cœur était entré dans un rythme irrégulier, probablement déclenché par une combinaison de stress, d'hypertension artérielle et d'années de mauvaise alimentation. Ce n'était pas une crise cardiaque, mais c'était un avertissement sérieux. Il aurait besoin de médicaments, de changements de mode de vie et de rendez-vous de suivi réguliers. Il est éveillé, a dit le docteur Patel. Vous pouvez le voir. Je suis entré dans la chambre et j'ai vu mon père allongé dans le lit d'hôpital. Il semblait plus petit en quelque sorte, diminué par les draps blancs, les moniteurs qui bipaient et la perfusion dans son bras. Ses yeux étaient ouverts et ils m'ont trouvé immédiatement. Ruth, a-t-il dit. Sa voix était rauque. Je suis là, papa. Il m'a regardé un long moment. Puis il a dit, je ne pensais pas que tu viendrais. Ces 7 mots m'ont frappé plus fort que tout ce qu'il avait dit dans cette cuisine en mars parce qu'il révélait quelque chose que je n'avais pas pleinement compris avant ce moment. Mon père croyait sincèrement, que j'avais cessé de me soucier de lui. Il pensait que lorsque j'avais quitté la maison, j'avais rompu avec lui en tant que personne. Il ne comprenait pas la différence entre quitter une situation et quitter les personnes qui s'y trouvent. J'ai tiré une chaise à côté de son lit et je me suis assise. J'ai quitté la maison, papa. Je ne t'ai pas quitté. Son menton a tremblé. Warren Lee, un homme qui n'avait montré presque aucune émotion d'aussi loin que je me souvienne, a serré les lèvres et a cligné rapidement des yeux. J'ai gâché, Ruth, a-t-il dit. Ce que j'ai dit ce jour-là, les choses que j'ai laissé ta mère et Karen dire. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû leur dire d'arrêter. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Il a secoué lentement la tête. Parce que c'était plus facile de suivre le mouvement. Parce que j'ai suivi le mouvement toute ma vie. Ta mère gère tout et je reste assis là. Je reste dans ma chaise et je laisse le monde se dérouler autour de moi et je ne dis pas un mot et je l'ai laissé te le faire à toi aussi. Ce n'était pas des excuses complètes. Ce n'était pas suffisant pour effacer 11 ans de silence et de complicité, mais c'était la chose la plus honnête que mon père m'ait jamais dite, et la rudesse de ses mots a percé tous les murs que j'avais construits. Je suis resté à l'hôpital jusqu'à 20 h ce soir-là. J'ai parlé avec le médecin des médicaments et des soins de suivi. J'ai fait une liste de changements alimentaires qui aideraient à réduire la tension artérielle de mon père. J'ai imprimé des informations d'un site web sur la santé cardiaque et je les ai organisées dans un simple dossier. J'ai fait ces choses non pas parce que j'avais été forcé par la culpabilité, non pas parce que c'était attendu de moi. Je les ai faites parce que je les choisis. Parce qu'aider quelqu'un que l'on aime selon ses propres termes est entièrement différent d'être utilisé par quelqu'un qui vous prend pour acquis. La différence est le choix. La différence est le respect. Ma mère m'a regardé organiser les papiers et interagir avec les infirmières. Elle m'a regardé coordonner avec l'assistante sociale de l'hôpital concernant un plan de rééducation. Elle m'a regardé faire toutes les choses que j'avais toujours faites pour le foyer, mais cette fois-ci avec autorité et clarté plutôt que soumission. Quand j'ai enfin rassemblé mes affaires pour partir, ma mère m'a suivi dans le couloir. Ruth. Je me suis arrêté et me suis retourné. Elle se tenait là sous les lumières fluorescentes du couloir de l'hôpital, l'air plus petite et plus incertaine que je ne l'avais jamais vue. Vivien Lee, la femme qui avait toujours un mot vif et une opinion plus tranchée, ne semblait plus trouver l'un ni l'autre. Je sais que ce que j'ai dit était faux, a-t-elle commencé, en mars à table. Je sais que c'était cruel, et je sais qu'entendre ça de ma part, c'était. Je sais à quel point cela a dû faire mal. J'ai attendu. Je ne ressentais pas le silence pour elle. J'étais jalouse de toi, a-t-elle dit.
Et les mots sont sortis comme s'ils avaient été tirés de quelque part de profond et de douloureux. Tu es forte, Ruth. Tu l'as toujours été. Tu as maintenu cette maison ensemble, et tu l'as fait sans te plaindre. Et tout le monde pouvait le voir. Karen pouvait le voir. Les femmes à l'église pouvaient le voir. Et au lieu d'être fier de toi, j'étais menacé par ça. Parce que si c'était toi qui maintenais tout ensemble, alors qu'est-ce que ça faisait de moi? Je l'ai fixé. De toutes les choses que j'avais attendues de ma mère, ce n'en était pas une. J'avais attendu des excuses, des diversions, plus de blâme dirigé vers Karen. Je n'avais pas attendu de vulnérabilité. Je n'avais pas attendu la vérité. Te traiter de superflu, a-t-elle continué, ce n'était pas parce que tu étais de trop, c'était parce que je n'étais pas assez. Et j'ai déversé ça sur toi et je suis désolé. Les mots ont plané dans l'air stérile du couloir de l'hôpital. Je les ai sentis se poser sur ma peau comme une pluie chaude après une sécheresse. Ne guérissant pas tout, n'effaçant pas les années de moquerie et de ressentiment, mais réel. Enfin, douloureusement réel. Merci de dire ça, ai-je dit. Cela signifie plus que tu ne le sais. Peux-tu me pardonner? Je l'ai regardé. Ma mère, 62 ans, debout sous un mauvais éclairage dans un couloir d'hôpital, demandant à sa fille quelque chose qu'elle n'avait jamais demandé auparavant. J'y travaille, ai-je dit honnêtement. Mais le pardon n'est pas la même chose que de revenir en arrière. Je ne reviendrai pas à la maison, maman. Je ne serai pas ce que j'étais. Mais je suis ouverte à ce que nous soyons quelque chose de différent, quelque chose de mieux. Elle a hoché la tête. Une larme a glissé sur sa joue avant qu'elle ne l'essuie rapidement. Je suis rentré chez moi, dans mon appartement, cette nuit-là, ressentant quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant dans ma relation avec mes parents. Pas de l'espoir exactement, quelque chose de plus calme que ça. Quelque chose comme la première fine fissure de lumière sous une porte qui a été fermée pendant très longtemps. Les mois qui ont suivi n'ont pas été un conte de fées. Il n'y a pas eu de réunion de famille dramatique où tout le monde s'est embrassé et a pleuré et où toutes les années de dégâts ont été comme par magie réparées. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça. La vraie guérison est lente, inégale et pleine de revers. Mais elle est aussi pleine de petites victoires discrètes qui comptent plus que n'importe quel grand geste. Mon père a été libéré de l'hôpital 3 jours après son épisode cardiaque. Il est rentré chez lui avec un sac de médicaments, une recommandation pour un cardiologue à Waterloo et un ensemble strict de directives diététiques. Je l'appelais une fois par semaine pour prendre des nouvelles de ses progrès. Parfois, les conversations étaient courtes, juste quelques minutes sur sa tension artérielle ou s'il avait pris ses médicaments. D'autres fois, elles s'étiraient plus longtemps, et nous parlions de choses dont nous n'avions jamais discuté auparavant, des voyages de pêche qu'il faisait enfant. Un chien qu'il avait adolescent et qui lui manquait encore. Ce qu'il avait ressenti quand il m'avait tenu pour la première fois dans la salle d'accouchement. Il essayait, imparfaitement et de manière inconsistante, mais il essayait. Et j'ai choisi de répondre à cet effort avec patience plutôt qu'avec punition. Non pas parce qu'il le méritait automatiquement, mais parce que j'avais décidé que l'amertume n'était plus quelque chose que je voulais porter. C'était trop lourd, et j'en avais assez porté. Ma mère était plus difficile. Vivien ne s'est pas transformé du jour au lendemain. Elle avait encore des moments d'acuité, faisait encore des commentaires qui frôlaient la culpabilité. Lors d'un appel téléphonique en juin, elle m'a dit que la maison avait besoin de nouvelles gouttières et m'a demandé si je pouvais au moins aider. J'ai dit non. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit « bien ». C'était un progrès pour elle. Il y a un an, elle se serait lancée dans un monologue sur le sacrifice et le devoir familial. Maintenant, elle a juste dit « bien » et a changé de sujet. Nous avons dîné ensemble une fois fin juin, tous les trois, dans un restaurant de Cedar Falls appelé The Iron Table. C'était un terrain neutre. Personne n'avait à cuisiner. Personne n'avait à nettoyer. Nous nous sommes assis dans une cabine et avons commandé des hamburgers et avons parlé de choses ordinaires. C'était maladroit et guindé et personne ne savait vraiment comment agir. Mais nous étions là, assis ensemble par choix plutôt que par obligation. Et ça, j'ai réalisé, c'était tout l'intérêt. Karen ne s'est pas excusée. Je ne m'y attendais pas. Certaines personnes ne sont pas capables de se regarder honnêtement. Et Karen Holly était l'une de ces personnes. Elle a continué à vivre à Waterloo et à avoir des opinions sur tout le monde.
Mais elle ne dirigeait plus ses opinions vers moi parce que j'avais clairement fait savoir que je n'étais plus disponible pour les recevoir. La dernière fois qu'elle a essayé de m'appeler début juillet, j'ai laissé le message aller à la messagerie vocale. Elle a laissé un message de 30 secondes qui commençait par « Ruth, je pense juste que tu dramatises un peu ». Et se terminait par « Rappelle-moi quand tu seras prête à être raisonnable ». J'ai supprimé le message vocal et je suis allé courir. Marin, d'un autre côté, est devenue l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Elle est venue de Des Moines un week-end de juin et a passé 2 jours dans mon appartement. Nous avons préparé le dîner ensemble, nous nous sommes promenés dans le parc près de Winslow Place et avons parlé pendant des heures. Elle m'a parlé de ses propres difficultés avec les attentes de Karen, de la façon dont elle avait passé des années à essayer de gagner l'approbation d'une mère qui n'était jamais satisfaite. Nous nous sommes liés par notre compréhension commune de ce que ça faisait d'être élevé par des femmes qui confondaient contrôle et amour. « Tu m'as donné du courage », m'a dit Marin le 2e soir, assise sur mon balcon alors que le soleil se couchait. Te voir quitter cette maison et refuser d'être ramené, ça m'a fait réaliser que j'avais toléré des choses de ma mère que je ne devrais pas tolérer non plus. Je lui ai serré la main. Tu n'as pas à tolérer quoi que ce soit qui te fasse te sentir petite. Au travail, la transition vers mon nouveau rôle s'est faite en douceur. À la mi-juin, j'avais pleinement assumé les responsabilités du poste de coordinateur principal des opérations, et les améliorations de flux de travail que j'avais proposées lors de l'entretien étaient déjà mises en œuvre. Lorraine m'a dit que Philippe Ware l'avait appelé du bureau régional pour lui dire qu'il était impressionné par les changements et qu'il souhaitait discuter d'initiatives supplémentaires à l'automne. Pour la première fois de ma carrière, j'avais l'impression de construire quelque chose plutôt que de simplement le maintenir. Mon augmentation de salaire m'a permis de faire des choses que je n'avais pas pu me permettre depuis des années. J'ai acheté un vrai canapé, un bleu marine profond avec des coussins moelleux que j'ai choisi moi-même. J'ai acheté une petite table à manger en bois recyclé dans un magasin de meubles du centre-ville de Cedar Falls. J'ai accroché des photos sur mes murs, pas de vieilles photos de famille de vacances que je voyais maintenant différemment, mais de nouvelles. Une photo de Nola et moi à un concert auquel nous avons assisté en mai. Une photo de la vue depuis mon balcon au coucher du soleil. Une impression encadrée d'une peinture dont je suis tombée amoureuse lors d'une foire d'art locale. Un paysage de collines verdoyantes sous un vaste ciel ouvert. Ezra et moi avons continué à nous voir. Il était patient et gentil et ne m'a jamais fait sentir que je lui devais quoi que ce soit. Il posait des questions sur ma vie, sur mon travail, sur mes pensées, et il écoutait avec une quiétude qui me faisait me sentir ancré. Lors de notre 4e rendez-vous, nous sommes allés nous promener le long du Cedar River Trail, et il m'a parlé de sa propre famille. Ses parents avaient divorcé quand il avait 12 ans. Sa mère l'avait élevé, lui et ses 2 sœurs, seuls. Il comprenait les dynamiques familiales complexes d'une manière qui ne nécessitait aucune explication de ma part. « Tu n'as pas à me justifier tes limites », a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur un banc, regardant l'eau couler. « Quiconque a traversé ce que tu as traversé a tout à fait le droit de se protéger. » J'ai posé ma tête sur son épaule, et un instant, le monde était calme et bon. Fin juillet, 4 mois après avoir quitté la maison de Birchwood Lane, ma vie ne ressemblait plus à rien de ce qu'elle avait été. J'avais un appartement qui était le mien, une promotion que j'avais gagnée, une relation avec mon frère qui était réelle et grandissante, une amitié avec Marin qui me donnait un sentiment de famille qui me manquait. Un partenaire qui me voyait clairement et aimait ce qu'il voyait. Une meilleure amie en Nola qui était restée à mes côtés pendant les jours les plus sombres sans jamais vaciller. Et j'avais autre chose. Quelque chose que je ne pouvais pas évaluer et que personne n'aurait pu me donner. Je m'avais moi-même. Pas la version de Ruth Lee que ma mère décrivait aux tables de cuisine. Pas la fille dépendante et collante que mon père rejetait autour d'un café. Pas la blague que Karen faisait circuler lors des réunions de famille. La vraie Ruth. Celle qui avait été enterrée pendant plus d'une décennie sous le poids des autres et de leurs attentes, de leurs opinions et de leurs exigences. Celle qui avait finalement réussi à se frayer un chemin jusqu'à la surface et à reprendre son souffle. Je pense souvent à ce mardi de mars. Je pense à me tenir dans le couloir, à entendre ces mots, à sentir cette pierre froide s'installer dans ma poitrine. Je pense à faire demi-tour et à franchir la porte d'entrée. Je pense au parking de la station-service et aux larmes et au moment où quelque chose en moi a décidé discrètement et définitivement que c'en était assez. Ce moment fut le pire moment de ma vie. Et ce fut le meilleur parce que parfois la chose la plus douloureuse que l'on puisse entendre est la vérité. Et parfois la vérité, même cruelle,
et la clé qui ouvre la porte que l'on a eu peur d'ouvrir. Mes parents n'avaient pas l'intention de me libérer ce jour-là. Ils se moquaient de moi, ils ne me soutenaient pas. Ils croyaient que j'étais piégé et ils étaient à l'aise avec cela. Mais leurs mots prononcés négligemment autour d'un café un mardi après-midi ont fait quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de faire. Ils m'ont réveillé. Je ne suis plus en colère. J'ai porté cette colère pendant des semaines et elle a servi à quelque chose. Elle m'a nourri quand j'en avais besoin. Elle m'a permis de continuer à avancer quand le chagrin essayait de m'attirer vers le bas. Mais la colère n'est pas un endroit où l'on peut vivre. C'est un pont que l'on traverse pour atteindre l'autre rive. Et l'autre rive, c'est la clarté. Je vois mes parents maintenant pour ce qu'ils sont. Imparfaits, effrayés, coincés dans des schémas qu'ils ne briseront peut-être jamais complètement. Ma mère est une femme qui a assimilé le contrôle à l'amour et n'a jamais appris la différence. Mon père est un homme qui a choisi le silence plutôt que le courage et a laissé les gens autour de lui en payer le prix. Ce ne sont pas des méchants. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont des êtres humains qui ont manqué à leur fille d'une manière qui a laissé des cicatrices. Mais ces cicatrices sont les miennes maintenant. Et c'est à moi de décider ce qu'elles signifient. Je ne raconte pas cette histoire pour la sympathie. Je la raconte parce que je sais qu'il y a quelqu'un quelque part en ce moment qui vit la vie que je vivais. Quelqu'un qui cuisine des repas pour lesquels personne ne le remercie. Quelqu'un qui paie des factures pour un foyer qui se moque d'elle derrière des portes closes. Quelqu'un à qui on a dit directement ou indirectement qu'elle était de trop ou pas assez et qui a commencé à le croire. Si c'est toi, j'ai besoin que tu entends ça. Tu n'es pas superflu. Tu n'es pas dépendante. Tu n'es pas un fardeau. Tu es une personne qui a tellement donné aux autres que tu as oublié de garder quelque chose pour toi. Et les gens qui te font te sentir petite ne le font pas parce que tu manques de quelque chose. Ils le font parce que ta force les met mal à l'aise. Franchis la porte. Cela n'a pas besoin d'être dramatique. Cela n'a pas besoin d'être bruyant. Tu n'as pas besoin de crier ou de pleurer ou de brûler les ponts. Tu as juste besoin de prendre une décision silencieuse et délibérée de te choisir toi-même. Et une fois que tu l'auras fait, tu découvriras quelque chose de miraculeux. Tu n'as jamais été celle qui était dépendante. Tu étais celle dont ils avaient tous besoin. Je m'appelle Ruth Lee. J'ai 33 ans et je suis enfin, magnifiquement et sans excuse, libre. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais que vous cliquiez sur le bouton « J'aime » et que vous vous abonniez à cette chaîne. Et si vous avez votre propre histoire sur la façon d'établir des limites ou de quitter des personnes qui ne vous appréciaient pas, partagez-la dans les commentaires ci-dessous. On ne sait jamais qui pourrait lire vos mots et trouver le courage de franchir sa propre porte.